Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, c'est un magazine et c'est aussi du contenu vidéo, documentaire, reportage que vous pouvez retrouver sur le site internet www.omertamedia.fr. Ce sont également des grands entretiens et aujourd'hui, je reçois Najat Vallaud-Belkacem. Madame Vallaud-Belkacem, bonjour. Avant de commencer l'entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc Najat Vallaud-Belkacem, j'ai 46 ans. Je suis aujourd'hui dans la société civile, c'est comme ça qu'on dit les choses, donc comme directrice d'ONG, comme présidente de France Terre d'Asile, et j'ai été auparavant ministre en charge des droits des femmes et de l'éducation. Et puis, ma vie a quand même beaucoup été occupée par la politique, on va dire, puisqu'avant d'être ministre, j'étais élue locale pendant une dizaine d'années dans la région lyonnaise. Très bien. Alors j'aimerais qu'on commence cet entretien en parlant du concept de mixité sociale. Vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que c'est pour vous et quel sens ça prend dans notre société aujourd'hui ? Alors, en effet, c'est un sujet dont on a décidé de faire un livre avec François Dubé, le sociologue. Un livre qui porte ce nom qui peut paraître un peu provocateur, qui est le ghetto scolaire. En finir vraiment avec le séparatisme. Pourquoi le ghetto scolaire ? Parce que notre constat est simple, c'est qu'aujourd'hui en France, qu'on le veuille ou non, parce que les élèves ne se mélangent pas dans les mêmes établissements, parce que nous avons aux deux bouts de l'échelle des établissements extrêmement ghettoisés, de pauvres entre guillemets, et des établissements extrêmement ghettoisés de riches, eh bien, vous avez un énorme problème sur un plan académique qui se pose, avec, chez les établissements les plus pauvres, des ambitions scolaires ajustées à la baisse et donc des résultats très faibles qui tirent toute la moyenne vers le bas. Nos mauvais classements PISA, c'est à ça qu'ils sont dus. Et puis, avec surtout au-delà de l'académique, le non-mélange des générations entières qui vont finir par faire des adultes qui ne se connaîtront pas puisqu'ils n'ont pas été sur les mêmes bancs des écoles et donc qui se regarderont au mieux avec hostilité ou avec une curiosité malsaine, mais en tout cas qui auront beaucoup de mal à faire société ensemble. Et donc c'est de tout cela que l'on parle, c'est du ressentiment qui naît chez ceux qui ont parfaitement conscience d'être relégués et d'avoir des scolarités qui ne sont pas exactement celles qu'on leur vend par ailleurs dans les discours. Cette forme de ressentiment qu'on va retrouver parfois de façon explosive. Par exemple, on évoque en introduction du livre les incidents qui ont fait suite à l'affaire Naël à Nanterre et le fait qu'on s'en prenne à des écoles. Mais le ressentiment ne se traduit pas forcément par des écoles qu'on cherche à vandaliser. Ça se traduit dans la vie de tous les jours par des gamins qui ont, encore une fois, le sentiment d'avoir pas été traités de façon juste par la République du point de vue de la réussite scolaire. Or, la réussite scolaire dans notre pays, elle conditionne quand même beaucoup la réussite sociale, la réussite dans le monde du travail, et donc la position finale sur l'échiquier, j'allais dire, de la société. Et donc aujourd'hui, ce que dit notre livre, c'est un sujet majeur que de rétablir de la mixité sociale au sein des établissements scolaires pour que tous les établissements scolaires soient considérés pareil et traités par la puissance publique de la même façon, avec les mêmes ambitions, avec les mêmes moyens. Souvent, sur ce sujet, on nous répond « mais c'est tellement difficile de faire de la mixité sociale parce que ce sont les parents eux-mêmes qui cherchent à fuir l'établissement de quartier pour mettre leur enfant ailleurs ». Certes, mais pourquoi fuit-il l'établissement de quartier ? Parce que l'établissement de quartier a été laissé en déshérence, dans un très mauvais état d'entretien, avec de l'absentéisme non remplacé, etc. Et donc, il faut s'attaquer à tous ces sujets-là. Et puis, la mixité sociale, ça se provoque aussi. Et donc, ce que raconte le livre, c'est un certain nombre d'expérimentations que j'avais lancées quand j'étais ministre de l'Éducation pour justement forcer, en quelque sorte, la mixité sociale dans plusieurs territoires de France. Et ces expérimentations qui ont été menées, elles ont été évaluées par des chercheurs et en fait, leurs résultats sont impressionnants parce que ça marche. Les résultats scolaires sont très bons à la sortie de cette mixité sociale organisée. La capacité des élèves à coopérer, à se projeter dans leur avenir, à avoir confiance dans les institutions, à être solidaires les uns des autres, tout ça est rehaussé de façon absolument magistrale.
Et puis le climat scolaire, puisqu'il est beaucoup question de climat scolaire en ce moment, avec des incidents qui sont parfois extrêmement graves, de violence, etc. Le climat scolaire est bien meilleur lorsqu'on mélange les élèves plutôt que quand on laisse des ghettos se faire avec une concentration de difficultés sociales, scolaires, etc. Et donc quels sont vos moyens, quelles sont les méthodes utilisées pour pousser à cette mixité sociale? Eh bien, lorsque j'étais ministre, donc, et que je me suis intéressée à ce sujet, on est en 2015-2016, ce que je constate, c'est que par le passé, à chaque fois que les hommes politiques ont parlé de mixité sociale scolaire, ils ont voulu agir sur ce sujet en revoyant les contours de la carte scolaire, en disant, en fait, le problème, alors la droite disait, le problème, c'est que la carte scolaire, elle est trop rigide, elle emprisonne les familles, il faut leur laisser la possibilité de choisir leur établissement. Donc Nicolas Sarkozy, par exemple, avait assoupli les cartes scolaires, voire dans son discours, il disait, je veux la faire disparaître pour laisser les familles libres. En fait, quand il avait fait ça, ça avait été évalué, hein, les conséquences de ça. Ça avait largement aggravé la situation puisque les familles qui avaient les moyens de fuir l'établissement de sectorisation le faisaient, mais du coup, celles qui n'avaient pas les moyens restaient encore plus ségrégées, l'établissement devenait encore plus problématique, encore plus repoussoir. Et du côté de la gauche, la réponse qui venait souvent, c'était de dire au contraire, la carte scolaire, il faut qu'elle soit rigide, il faut la respecter, pareil pour tout le monde, quand on habite à un endroit, c'est l'établissement de secteur. Mais cette solution, elle n'est pas terrible non plus quand on y réfléchit, parce que finalement, elle emprisonne les destins, quoi. Donc si vous avez le malheur de vivre dans un endroit pas terrible, vous êtes en plus obligé d'aller dans l'établissement de cet endroit pas terrible. Donc en fait, moi, en 2015-16, je dis, on va faire autrement. En fait, il y a deux problèmes dans cette soi-disant solution carte scolaire. C'est un, le fait de n'utiliser que ce levier-là, alors qu'il y a plein d'autres leviers, je vais y revenir. Et deux, le fait de vouloir imposer exactement la même solution, ce levier-là, à tous les territoires, alors que les territoires ne se ressemblent pas en France. Entre la ruralité, les grandes villes et tout, il n'y a rien de commun en fait. Et donc du coup, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais partir des territoires. En l'occurrence, comme ce qui m'intéressait, c'était les collèges, parce que c'est au collège qu'on voit vraiment l'absence de mixité s'installer entre les élèves. On va partir des départements qui ont la compétence sur les collèges en France. Je suis allée voir quasiment tous les présidents de départements en les priant de bien vouloir s'inscrire avec nous dans cette expérimentation, que le ministère de l'Éducation serait à leur côté pour la mener, en leur présentant un panel de solutions possibles pour faire de la mixité sociale dans leurs établissements et en les laissant choisir la solution qui leur semblait la mieux adaptée à leur territoire. Et donc, dans les différentes solutions, il pouvait y avoir, par exemple, fusionner deux collèges. Parfois, vous avez à un quart d'heure de distance un collège de pauvres et un collège de classe moyenne, ou plutôt riche. Donc, en fusionnant ces deux collèges, y compris en prenant la décision d'en détruire un et d'agrandir l'autre, vous mélangez les élèves. Donc ça pouvait être une solution. Autre solution, ça pouvait être une solution dite de busing à l'américaine, c'est-à-dire on prend des élèves qui sont dans des quartiers populaires et on organise un système de transport pour les emmener, par exemple, dans le centre-ville pour suivre leur scolarité au collège. Troisième type de solution, ça pouvait être ce qu'on appelle les secteurs multicollèges, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un secteur d'habitation dont relève un seul collège, vous aviez, en fonction de votre secteur d'habitation, 4 ou 5 collèges qui en relevaient. Et donc, vous émettiez des vœux comme famille. Vous dites, mon enfant, je voudrais qu'il soit plutôt dans tel collège, en vœu 1, vœu 2, vœu 3, vœu 4. Et ensuite, c'est l'académie qui mélange tout ça, qui fait en sorte de répondre le mieux possible aux vœux des familles, mais en rééquilibrant les compositions sociales des 4 ou 5 collèges. Donc, du coup, on mélange mieux. Autre exemple, le fait de redessiner, pour le coup, la carte scolaire, ça arrive que ce soit pertinent de la redessiner, notamment dans les grandes villes, pour qu'elle suive, par exemple, le tracé d'une ligne de métro. Les lignes de métro à Paris, par exemple, elles traversent plusieurs arrondissements. Donc, en à peine 5 minutes de plus, vous pouvez arriver dans un autre arrondissement et ça peut être votre secteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, en fonction des zones rurales, périurbaines, urbaines, on avait un panel de solutions dans lesquelles les départements piochaient. Et donc, il y a une vingtaine de départements qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont chacun sélectionné leurs solutions et qui l'ont mise en place et qui ont été évaluées scientifiquement pendant les 7 ans qui allaient suivre. Et du donc, collège jusqu'à la fin du lycée. Exactement. Et donc, du coup, ces élèves, il ressort de l'étude qui a été rendue publique au printemps 2023 par les chercheurs qui l'ont réalisée,
que ça leur a fait un bien fou à ces élèves, vraiment, aux élèves, aux établissements scolaires en question, aux équipes éducatives. Et en fait, ce qui m'a frappée et qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que quand l'étude sort en 2023, les résultats de l'étude sortent en 2023, il faut bien avoir conscience que l'expérimentation, moi je l'avais lancée en 2015. Donc en 2023, j'étais évidemment plus ministre. Mais l'étude sort, je me dis, c'est un sujet tellement majeur que, évidemment, ça va faire les grands titres de la presse. Surtout que cette étude, pour une fois, elle dit du bien. Alors que, comme vous le disiez tout à l'heure dans la discussion, souvent sur l'éducation, on a l'impression que les nouvelles sont mauvaises. Là, on avait du positif. Et en fait, l'étude est passée complètement inaperçue. Et je me suis dit, en fait, on va écrire un livre là-dessus pour raconter ces expérimentations et pour remettre le sujet dans le débat. Et qu'est-ce qui explique qu'au niveau médiatique ou même politique, on ne souhaite pas mettre en avant ce genre d'expérimentation, si tant est qu'elle soit... c'est une vraie question. C'est une vraie question. Bon, il y a évidemment une part de paresse, de facilité. C'est tellement plus facile de surfer sur la vague, de raconter des choses toujours un peu polémiques, plutôt que de raconter des choses constructives, qui prennent du temps. Ce que je viens de vous raconter, vous avez vu, j'ai eu besoin de plusieurs minutes et merci de ne pas m'avoir interrompu pour vous le raconter. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Et donc, dans le débat public qui tourne autour de l'éducation, généralement, on préfère quand même toujours les choses très faciles, l'uniforme, voilà. Ça, en un mot, on vous a dit la chose. Non, en fait, c'est un sujet sérieux qui a besoin d'esprit constructif, qui a besoin de faire coopérer ensemble le ministère de l'Éducation nationale, le département, les académies sur place, les parents, parce que à chaque fois qu'un département acceptait de s'engager dans une de ces expérimentations, ce qui lui était demandé, c'était d'organiser des réunions publiques avec les parents pour leur présenter bien les choses qui allaient être mises en place, pour les embarquer avec soi, pour justement qu'ils ne fassent pas de la fuite vers le privé, etc., parce qu'ils ne seraient pas contents. Donc, c'est quelque chose qui est exigeant intellectuellement et en termes de temps consacré. Donc, ce n'est pas franchement dans l'air du temps, l'exigence, je dois l'avouer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi des gens qui ont intérêt à l'inégalité scolaire. Enfin, c'est une évidence. C'est comme, comme quand on parle d'égalité femmes-hommes et on dit « mais pourquoi ça ne progresse pas plus ?» Mais parce qu'il y a des hommes qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, quoi, à ce qu'il n'y ait pas d'égalité avec les femmes, parce que c'est laisser un peu de leur pouvoir d'une certaine façon. Et ben, en matière scolaire, c'est exactement la même chose. Si vous faites de la mixité sociale, de la mixité scolaire, et que du coup, en réalité, c'est vraiment les talents de chaque individu qui prévalent pour ce qui est de la réussite et des honneurs qu'on distribue et des diplômes qu'on offre à la fin, ça va remettre en cause un certain nombre de privilèges acquis qu'avaient certains dans un système dysfonctionnel. Ce que vous dites, c'est intéressant. Vous pensez que donc, on a favorisé ces derniers temps cette séparation sociale. C'est-à-dire que les pauvres vont étudier avec des pauvres et les riches vont étudier avec les riches. C'est ce que vous dites? Ben, je le crains, oui, bien sûr. Enfin, d'une certaine façon, c'est venu en plein cœur de l'actualité, vous le savez, lorsqu'on s'est rendu compte avec l'ancienne ministre de l'Éducation qui est restée très peu de temps, Madame Oudéa-Castéra, qu'en fait, il existait un système parallèle avec des gens qui mettent leurs enfants dans des établissements d'entre-soi, où les règles qui sont appliquées là-bas ne sont même pas celles qu'on impose au grand nombre, et notamment les règles de Parcoursup. Vous vous souvenez de tout cela? Beaucoup de gens ont écarquillé les yeux, mais en se disant « Ah, mais c'est pas possible, en fait, c'est totalement insupportable, ce système à deux vitesses ». Oui, ce système à deux vitesses, malheureusement, il existe. Et quand les personnes qui sont aux responsabilités sont porteuses de ça, bénéficient de ça, elles le défendent par définition. Donc, ça ne va pas être les premières à être motivées pour mettre en place une politique de mixité sociale. C'est complètement contradictoire avec leurs pratiques. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, parce que c'est l'idée qui en a découlé un petit peu, le gouvernement actuel, est un petit peu déconnecté par rapport aux véritables enjeux en matière d'éducation nationale, par exemple, qui a été votre domaine, sur lequel vous avez travaillé, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de réponses qui correspondent au terrain? Parce qu'on a vu en février dernier des syndicats de professeurs qui continuaient de manifester en disant qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Parfois, la formation des professeurs est aussi mise en question. Vous avez des professeurs qui se retrouvent aussi avec des effectifs avec lesquels ils ne peuvent pas suffisamment bien travailler. Qu'est-ce qui explique ces phénomènes-là aussi? Je pense en effet que le véritable problème en matière d'éducation, c'est qu'on n'accorde pas la même considération
à tous les élèves, à tous les parents d'élèves, à toutes les familles, à tous les territoires. Franchement, c'est absolument frappant. Moi, j'en avais eu un aperçu très clair quand j'étais arrivée au ministère de l'Éducation nationale, parce que je savais, quand j'y suis arrivée, je savais que avant nous, avant 2012, il y avait eu la période avec Nicolas Sarkozy où ce qui avait vraiment marqué l'éducation, c'était la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale. Ce qui a fait un mal fou, hein, parce que le problème, c'est qu'on a une mémoire de poisson rouge, donc dans le débat public, on ne se rend pas compte qu'en fait, les choses, elles produisent leurs effets néfastes dans la durée, hein, et même la souffrance d'aujourd'hui encore des professeurs, elle est en partie liée au fait qu'à cette époque-là, on avait supprimé, y compris la formation des professeurs, enfin, il faut se souvenir de tout cela, on leur avait supprimé un certain nombre de postes d'enseignants qui étaient en charge de la grande difficulté scolaire, etc. Donc, j'avais en tête, en arrivant au ministère de l'Éducation en 2014, qu'on se relevait difficilement de toute cette période de suppression des 80 000 postes de profs. Ce que je ne savais pas, en revanche, et que j'ai découvert vraiment, et c'est en ça que c'est intéressant d'être dans la maison, hein, c'est qu'en fait, au moment de supprimer les fameux postes, on n'avait pas supprimé de façon proportionnelle dans, je sais pas, le 7e arrondissement de Paris et en Seine-Saint-Denis. On avait supprimé beaucoup plus en Seine-Saint-Denis que dans le 7e arrondissement de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, les territoires déjà pauvres avaient bien plus pâti que les territoires déjà bien dotés de France. Et donc, pourquoi ? Parce que vous dites, mais c'est complètement, c'est absurde et c'est abscon. Qu'est-ce qui peut conduire à prendre de telles décisions ? Mais malheureusement, je vais vous le dire, ce qui conduit à prendre de telles décisions, c'est que, en fait, c'est un phénomène de lobbying, en quelque sorte, qui préside aux décisions qui sont prises à ce moment-là dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez des territoires avec des parents qui ont les codes, qui ont accès à leurs élus, qui même parfois ont directement accès au ministère et qui vont faire pression pour conserver la classe qui était menacée, le poste qui était menacé dans l'établissement. Ça, c'est plutôt les territoires riches, hein, pour avoir tous ces codes-là. Jusqu'au ministère, faire pression jusqu'au ministère. Et puis vous avez les territoires qui, eux, n'ont pas voix au chapitre, les parents qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les numéros de téléphone qu'il faut, etc. Et qui sont, y compris, mais moins couverts par la presse, parce que la presse, évidemment, joue un rôle important quand elle va se mobiliser pour dire « mais c'est un scandale, regardez ce qui se passe dans tel territoire », ou quand, au contraire, elle ne couvre pas particulièrement le territoire en question. Donc, du coup, c'est là que se crée l'énorme inégalité. Et quand, en plus, elle vient conforter une politique publique qui déjà se contrefiche de l'égalité, eh bien, elle aggrave encore la situation. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des territoires pauvres. Regardez, par exemple, pour vous en prendre un exemple récent, la mobilisation des professeurs et des parents de la Seine-Saint-Denis autour de lycées, quand vous les voyez, ils sont vraiment en lambeaux. Enfin, je veux dire, l'entretien n'est pas réalisé, les plafonds tombent pendant les cours. Ou les écoles primaires de Marseille, à l'époque où c'était Jean-Claude Gaudin qui était le maire de Marseille, où vous aviez, il faisait extrêmement froid l'hiver, beaucoup trop chaud caniculaire l'été, parce que tous les travaux qui auraient dû être faits n'étaient pas faits, etc., dans les établissements scolaires les plus pauvres. Vous vous dites, en fait, oui, il y a des moments où la politique publique en tant que telle est dysfonctionnelle parce qu'au lieu d'aider ceux qui ont le plus besoin d'être aidés, elle va toujours remettre au pot de ceux qui ont moins besoin d'être aidés parce que le lobbying est plus fort, parce qu'il y a une familiarité plus grande dans cet entre-soi permanent. Et c'est comme ça que les situations s'aggravent et finissent par des établissements repoussoirs que les familles qui peuvent fuir fuient et donc qu'on se retrouve avec la surségrégation. Mais les gens les plus modestes qui se retrouvent dans la même situation, qui sont de plus en plus pauvres. Quand vous arrivez au ministère de l'Éducation nationale et que vous faites ce constat-là, est-ce qu'il y a des actions que vous avez souhaité mettre en place que vous n'avez pas pu le faire? Est-ce que vous avez pu tout dire? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été sur lesquelles on vous a dit ce ne sera pas possible? Ou est-ce que vous avez eu les marges de manœuvre que vous souhaitiez? Il y a ce que j'ai pu mettre en place. Concrètement, on est quand même une période 2012-2017. Je sais que ça a l'air d'être loin maintenant, mais pendant 5 ans, on a recréé 60 000 postes de professeurs. Il faut vraiment en avoir conscience parce que, en fait, il faut avoir les chiffres en tête. Donc, sous Nicolas Sarkozy, 2007-2012, moins 80 000 postes de professeurs.
sous François Hollande 2012-2017, plus 60 000 postes de professeurs. Depuis 2017, et donc là c'est le deuxième mandat de M. Macron, on est à moins 8 000 postes de professeurs. Donc il y a une différence, quoi. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence. Ce n'est pas pareil de supprimer des postes ou d'en créer. Alors, souvent, on me dit, comme ça, dans les débats sur les plateaux télé, oui, mais tout n'est pas qu'une question de moyens. Mais je n'ai jamais dit que tout était une question de moyens, mais je dis que c'est la base de la base, quand même. Parce que sans professeur, honnêtement, c'est quand même plus compliqué, à la fois d'étudier dans de bonnes conditions, mais aussi d'avoir un climat scolaire, parce que ce n'est pas seulement des professeurs, c'est aussi des personnels non enseignants, donc des CPE, des choses comme ça, des infirmières scolaires. Des surveillants. Bon, exactement, des surveillants. Donc, du coup, la première chose, c'est que nous, et donc moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, on a recréé ces postes de professeurs. On a refait du budget de l'Éducation nationale, enseignement supérieur recherche, le premier budget de l'État, ce qu'il n'était plus depuis des années. Je veux dire, il était dépassé par les intérêts de la dette, par la défense, etc. Il est redevenu le premier budget de l'État. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi d'une certaine façon. Après, il y a tout ce que j'ai fait pour précisément remettre de la justice. Alors, je vous en donne un exemple. Moi, quand on recrée ces postes de professeurs, j'en mets évidemment beaucoup plus dans les territoires les plus pauvres que dans les territoires riches. Je fais en sorte, parce qu'on connaissait déjà une espèce de déficit d'attractivité du métier de professeur. C'est-à-dire que quand on ouvrait des postes de professeurs, il y avait des académies, puisqu'on parlait de la Seine-Saint-Denis par exemple, il y avait des académies qui attiraient moins. Bon. Et donc, du coup, on avait du mal à les remplir. Eh bien, j'ai créé des dispositifs complètement exceptionnels, entre guillemets, par rapport aux règles statutaires, uniformes pour tout le territoire. Par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, il y avait un deuxième concours de professeurs qui permettait finalement, y compris avec les gens qui avaient tenté le concours dans d'autres académies mais qui ne l'avaient pas eu, de venir repasser le concours là pour donner plus de vivier, vraiment plus d'adultes, plus d'humains à un territoire comme celui-là. Autre chose, on fait une réforme du collège en 2015 qui a vocation, là aussi, à mettre fin à un système qui était quand même très gênant, à mon sens, dans lequel vous aviez une espèce de collège à deux vitesses, c'est-à-dire des élèves qui finalement appartenaient aux meilleures classes et qui avaient du coup plus d'options, plus d'heures, etc. Et puis d'autres qui étaient relégués dans des classes où on considérait que eux, c'était pas la peine d'investir sur eux en quelque sorte, où ils avaient moins d'heures, alors que c'était ceux auxquels il aurait fallu donner plus d'heures, d'aide, d'accompagnement, etc. Donc la réforme du collège, c'est ce rééquilibrage et cette volonté d'en finir avec un collège à deux vitesses. Donc on l'a fait, mais ça, par exemple, ça a été tellement mal accueilli par un certain nombre de gens qui avaient tout intérêt à ce qu'on continue de fonctionner comme avant, que ça a été extrêmement critiqué, etc. Et donc, du coup, quand Jean-Michel Blanquer est venu aux responsabilités en 2017, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a mis fin. Donc, il est reparti dans le système d'avant avec les options qui profitent toujours aux mêmes, etc. Donc, si vous voulez, le problème de l'éducation, c'est qu'on est souvent dans ces Pénélope, vous savez, qui coud, puis qui découd. Et qui défait le soir. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'analyser les choses positives qui ont pu être faites ou les choses négatives qui ont été faites, parce qu'en fait, comme à chaque fois, on remet les compteurs à zéro, on fait du passé table rase, on s'y perd, quoi. C'est la grande confusion. Mais pour moi, il n'y a pas de confusion. En fait, c'est très simple. L'éducation, soit vous considérez sincèrement que tout enfant est éducable, vraiment, mais j'ai appris que en fait, tout le monde ne considère pas cela. Moi, je le considère que tout enfant est éducable et qu'il faut se donner les moyens pour tirer le maximum possible le meilleur de chaque enfant. Ce qui veut dire une réflexion sur la pratique pédagogique. Par exemple, si on veut tirer le meilleur de chaque enfant, on va moins être dans une façon magistrale d'asséner son cours, parce que quand on assène son cours de façon magistrale, il y a peut-être un tiers de la classe qui suit et 2 tiers qui ne suivent pas. Et donc, du coup, on en perd au fur et à mesure. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ceux qu'on a perdus? Donc, soit vous considérez que chaque enfant est éducable, et dans ce cas-là, vous mettez les moyens à la hauteur des besoins partout, et en particulier pour les plus en difficulté. 2, vous revoyez la pratique pédagogique pour vraiment accompagner individuellement chaque élève.
et 3, tout ça signifie que vous ayez suffisamment d'enseignants pour le faire, soit vous considérez qu'en fait l'éducation, la réussite scolaire, c'est fait pour une petite élite, tout le monde n'a pas vocation à, vous connaissez cette fameuse phrase, tout le monde n'a pas vocation à aller à l'université, tout le monde n'a pas vocation à avoir le bac, tout le monde n'a pas vocation, dit même M. Attal aujourd'hui, à avoir le brevet, etc. Et donc, vous créez, comme il le souhaite, des classes de niveau, vous triez très bas, très jeune, vous faites Parcoursup, c'est ce qu'ils ont fait pour empêcher un certain nombre de bacheliers d'aller dans les études supérieures de leur choix, etc. Sauf qu'avec cette logique-là, que je rejette de tout mon être, parce que vraiment je trouve que c'est une catastrophe absolue, eh bien, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites des vaincus de l'éducation ? De ceux que vous avez complètement défaits en quelque sorte. Exclus. Des quasiment. exclus de l'éducation, des exclus de la réussite. Qu'est-ce que vous en faites ? Et ça, le gouvernement, comme les gouvernements de droite, n'ont jamais répondu à cette question-là. Ça ne les intéresse pas. Vous aurez quand même remarqué, par exemple, que le seul moment où on a parlé pour de vrai et agi de décrochage scolaire, c'était quand même entre 2012 et 2017. Est-ce que vous entendez parler du décrochage scolaire maintenant ? Moi, à mon époque, tous les ans, je faisais un point, comme on fait un point sur les chiffres du chômage, vous savez, tous les ans, je faisais un point pour dire, voilà quel est le nombre de décrocheurs scolaires dans notre pays. Nous avons mis en œuvre telle mesure pour les rattraper, pour éviter qu'il y en ait, etc. Et donc, d'année en année, on voyait le chiffre en question baisser. J'avais commencé de mémoire, en 2014, on était à 120 000 décrocheurs scolaires par an. Quand je suis partie, on était à 80 000. Après mon départ, après 2017, essayez de retrouver ne serait-ce qu'une communication de la part du gouvernement pour vous dire où en est le décrochage scolaire. Ça a disparu. Ça a disparu des radars. Donc en fait, ce dont on ne parle pas n'existe pas, sauf que dans la réalité, les élèves décrocheurs, ils existent toujours. Hein. Donc s'il ne leur est pas proposé de solution pour revenir, ça fait quoi à la fin ? Est-ce que vous considérez que... Je parlais d'un épisode de l'été dernier où il y a eu ces émeutes, ce phénomène d'augmentation de la violence chez les jeunes. Est-ce que vous considérez que c'est en partie, voire dû à cette déconstruction de l'éducation nationale, de son investissement par les gouvernements successifs ? Ce manque d'autorité. Parce que ce que vous expliquez, c'est que vous avez essayé d'initier un mouvement. Ce mouvement a été rompu, donc ça n'a pas été fait dans la durée. Et donc derrière, on a déconstruit un peu l'éducation nationale. Il n'y a plus ce suivi. Est-ce que ça a engendré cette augmentation de violence ? Le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes, finalement, qui soient déscolarisés, qui ne s'investissent plus, qui n'ont plus de cadre ? Moi, je suis... si vous voulez, je n'ai jamais pris les jeunes en question pour des imbéciles. C'est-à-dire, c'est l'exact contraire. Je crois qu'ils sont extrêmement lucides. Et ils le sont de plus en plus en réalité parce qu'avec le petit téléphone qu'on a entre les mains, là, on voit les images de comment vivent les autres. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais d'une certaine façon, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais en éducation prioritaire, j'étais à Amiens, au collège, ensuite lycée. Je n'avais pas forcément conscience, on était dans les années 90, je n'avais pas forcément conscience de la façon dont vivaient d'autres collégiens, d'autres lycéens de France. J'étais dans mon quartier, je voyais comment ça se passait dans mon établissement, mais je n'avais pas de point de comparaison. Et donc, je me dis que la vraie différence aujourd'hui, c'est que les gamins d'aujourd'hui, c'est très accessible pour eux, à travers les images, de voir à quoi ça ressemble, une scolarité à Henri IV, une scolarité... Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, quand eux, ils sont dans leur établissement un peu pourri, où ils ont vraiment le sentiment que, de toute façon, soit le diplôme n'est pas accessible, soit c'est un diplôme qui ne leur servira à rien, parce qu'ils ont vu leur grand frère ou leur grande sœur l'avoir, et puis traîner quand même au chômage, et qu'ils voient ce décalage d'expérience et de parcours de vie, bien sûr qu'il y a un ressentiment qui se crée. Comment ce serait possible ? Donc, ils sont très lucides sur l'injustice crasse qui est celle du système, malheureusement, scolaire et donc social derrière, puisque je l'ai dit, la réussite scolaire conditionne la position sociale. Et donc, ce ressentiment, il ne se traduit pas nécessairement en violence. Hein. Moi, j'essaie toujours d'éviter le simplisme des analyses parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que, du coup, tous les jeunes des quartiers populaires ou des zones rurales délaissées sont des violents en puissance. Non, pas du tout. Il se traduit parfois quand la situation dégénère, déborde. Concrètement, dans les émeutes après Naël, ça a été le cas,
en violence, y compris contre des institutions, contre des établissements scolaires. Mais le reste du temps, il se traduit autrement. Il se traduit d'abord par une défiance envers tous les grands discours, liberté, égalité, fraternité, envers les institutions, envers le vote, envers le politique. Et donc, c'est des gens qui ne votent pas, enfin, finissent par ne plus voter, ou sont complètement dans un rapport désenchanté par rapport à tout cela. Et ça, franchement, il est largement temps de s'en inquiéter. Hein. D'abord parce que notre démocratie va mal. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Moi, je trouve que c'est totalement angoissant de voir à quel point notre démocratie va mal. La perte de confiance dans l'idée même qu'on puisse faire nation tous ensemble, la surpolarisation, la détestation d'office, l'hostilité, enfin, vous le voyez tous les jours. Eh bien, oui, je pense que la situation scolaire y contribue aussi, évidemment. Bonjour, je prends seulement 30 secondes de cette vidéo pour vous dire merci. Grâce à votre soutien et toute l'équipe d'Omerta, nous venons de sortir notre 5e magazine à travers des témoignages bouleversants et des experts tels que Anne Coffinier, Carl Zéro, Georges Fenech et bien d'autres encore. Nous avons traité pour vous les dangers qui menacent vos enfants. Alors armez-vous pour combattre et comprendre en achetant le dernier magazine L'enfance de tous les dangers. Beaucoup de parents plaignent le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'autorité dans notre société, et en particulier dans les écoles. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Est-ce qu'il y a un manque de... On a parlé aussi du fait qu'il pourrait être mis en place des internats, ou certains même évoquent la solution du service militaire. Est-ce que, selon vous, la problématique de l'autorité est une vraie question? Alors, en tout cas, à l'école. Si vous permettez, on va distinguer deux choses, parce que justement, je trouve que trop souvent, il y a des caricatures sur ce sujet. On va distinguer deux choses. Je pense que, vous savez, dans le débat public, souvent revient cette rengaine de « Oh là là, les professeurs ne savent plus faire respecter l'autorité, la discipline dans leur classe, etc. De mon temps, ça ne se passait pas comme ça et tout ça. » Ce qui m'ennuie avec ce discours, c'est ne pas comprendre que la société a changé, en fait. Les enfants ont changé. C'est pas comparable. Et j'en donne souvent une image simple que tout le monde va comprendre. Moi, quand j'étais enfant ou même adolescente, à table le soir, autour du repas du soir, c'est les adultes qui parlaient et les enfants se taisaient. Les enfants écoutaient. Parce que c'était ça, on était dans un schéma sociétal, on va dire, et c'est pas seulement parce que j'appartenais à une famille maghrébine, je pense, j'en discute souvent avec d'autres, même dans d'autres familles, le schéma sociétal, c'était que adulte égale autorité, égale savoir, égale, enfin voilà. Bon, et donc, du coup, on était dans cette logique-là. Aujourd'hui, on a changé de monde, vraiment. C'est-à-dire que la même scène, dîner autour de la table, c'est les enfants qui parlent et les adultes qui se taisent d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que cette évolution de l'autorité et de la façon dont on la fait respecter, elle traverse toute la société, on la retrouve dans les familles. Et donc, il ne faut pas s'étonner que l'école, qui est d'une certaine façon un laboratoire de la société, tout simplement, connaissent aussi cette mutation des rapports d'autorité. Et donc, oui, à l'école aussi, c'est pas de la même façon qu'on va faire respecter la discipline, etc. C'est bien pour ça qu'il est important de former les professeurs à faire évoluer leurs pratiques pédagogiques pour trouver d'autres sources d'imposition de l'autorité que celles d'autrefois où carrément, on frappait les élèves autrefois. Enfin, il y a des choses qui ont évolué, quoi. Ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des professeurs qui subissent des violences de la part des élèves. Et c'est absolument pas acceptable, on est bien d'accord, c'est évident. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va distinguer deux choses. Il y a le sujet doux, le soft, le sujet doux qui est quelle est cette évolution de notre société qui fait que, de la même façon que les parents d'aujourd'hui réfléchissent beaucoup, lisent beaucoup, travaillent beaucoup sur comment être parent avec mon enfant, comment instaurer un dialogue avec lui, alors qu'autrefois, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait, n'est-ce pas? C'était l'autorité, point. Eh bien, les professeurs d'aujourd'hui, d'une certaine façon, sont amenés aussi à avoir une pratique pédagogique qui puisse permettre d'être dans ce dialogue avec les élèves sans que ça tourne aigre systématiquement, mais en maintenant quand même
une ligne droite, entre guillemets, où c'est eux les sachants et les élèves qui sont confrontés, certes, à de multiples canaux de communication et d'information, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, les professeurs sont concurrencés par tous les réseaux sociaux, canaux d'information numérique, etc. Eh bien, donc c'est extrêmement exigeant et ambitieux que de se dire comment est-ce que le professeur retrouve sa place néanmoins d'émetteur principal du savoir pour ces jeunes générations, mais avec des modalités de transmission de ce savoir qui ne peuvent pas être celles du 19e siècle. C'est pas à peine d'y rêver, ça ne marche plus comme ça. Donc ça, c'était la dimension, on va dire, soft, si vous voulez, du sujet. Après, il y a la dimension beaucoup plus ardue, beaucoup plus dure, qui est celle de l'augmentation de la violence. Et là, on est sur autre chose. L'hyperviolence qui est constatée aujourd'hui chez un certain nombre de jeunes, et on en a eu malheureusement des illustrations absolument dramatiques ces dernières semaines, c'est un énorme problème qui, à mon avis, est à mettre quasiment dans le même champ que le champ de la santé mentale de la jeunesse. On a un énorme problème qu'il nous faut interroger en nous demandant quels sont ces cadres qui ont éclaté. Quand je dis cadre, c'est à la fois cadre structurant, familial, collectif, territorial, etc. Mais c'est aussi cadre mental. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes qui peuvent à ce point se prêter à des risques qui se transforment en meurtres, quoi, des choses comme ça. Oui. On nous dit, mais oh là là, les risques, ça a toujours existé autrefois. Moi, je trouve quand même que, clairement, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus violentes que par le passé. Et je suis persuadée que, d'une certaine façon, ce qui se passe dans l'espace virtuel de ces jeunes, qui est l'espace que l'on maîtrise le moins, vous voyez, parce qu'on critique souvent les familles, les professeurs, mais en fait, ces espaces-là, familial ou professoral, c'est quand même des espaces qu'on maîtrise à peu près. L'espace qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est l'espace numérique, l'espace virtuel, dans lequel les règles ne sont plus du tout les mêmes. On arrive à faire respecter des règles dans les deux autres espaces, mais dans l'espace virtuel, il n'y a plus de règles. Vous pouvez, en prenant un pseudonyme, menacer de mort et de viol toutes les 3 secondes, il ne vous arrive rien, donc un sentiment d'impunité qui s'acquiert du coup très très jeune, puisque en fait, cette familiarité avec les réseaux et donc avec cette espèce d'hyperviolence, elle se pratique très jeune. Et donc, pour moi, c'est quand même une explication majeure du fait qu'ensuite, dans la vraie vie, on ne se rende plus compte qu'on est en train de dépasser toutes les limites et qu'on est en train de commettre des choses extrêmement graves. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça renvoie pour moi au champ de la santé mentale, parce que c'est concomitant, cette montée de l'hyperviolence, avec la montée aussi du mal-être adolescent, comme on n'avait jamais vu. Il y a une étude qui a été faite par un chercheur du nom de Jonathan Haidt aux États-Unis récemment, qui a démontré, en étudiant les choses sur plusieurs générations, que jamais par le passé, nous n'avons eu une telle prégnance des suicides chez les 11-14 ans, et notamment chez les jeunes filles, du mal-être adolescent, des dépressions, etc. Enfin, vraiment des phénomènes, et ça, c'est aussi de l'hyperviolence, mais de l'hyperviolence tournée contre soi, en quelque sorte, des phénomènes qui sont propres à notre temps. Et à mon avis, donc l'explication est à chercher notamment dans le rôle des écrans, franchement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui reprochent à notre société d'avoir déconstruit la famille, qui est le premier cadre, en fin de compte, que vous décrivez? Il y avait d'abord la famille, ensuite l'école. Est-ce qu'on a déconstruit la famille? Bon, d'abord, je veux dire, ces questions, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le travail avec les chercheurs. J'ai vraiment, à chaque fois que je le peux, je me réfère aux chercheurs, parce que je pense que c'est des questions absolument lourdes qu'il faut faire étudier sérieusement. C'est-à-dire, en fait, ce que je n'aime pas dans le débat public, c'est quand on se lance dans des trucs comme ça, on a un avis sur... Donc, il faut voir, est-ce que, de fait, oui, il y a eu une augmentation des familles monoparentales, du nombre des familles monoparentales. Je suis bien placée pour en parler, parce que quand j'étais ministre des droits des femmes, cette fois-ci, je me suis pas mal intéressée à ce sujet-là, et notamment pour constater que 97% des familles monoparentales ont à leur tête une femme.
généralement complètement dépassés par la charge que ça représente, généralement avec des petits boulots extrêmement précaires qui prennent la bande passante, j'allais dire, qui serait la plus utile pour accompagner les enfants, à des horaires qui sont dysfonctionnels en réalité, etc., etc. Donc, bien sûr qu'il y a des phénomènes de société. Alors, du coup, c'est là qu'on touche à... Et donc, est-ce que ça veut dire que pouvoir divorcer, se séparer est un mal ? Vous voyez, c'est quand même pas simple en fait de répondre à cette question. Enfin, on pourrait considérer à contrario que c'est une liberté qui a été conquise que de pouvoir, quand ça va plus dans un couple, se séparer. Néanmoins, on constate les effets très délétères. On constate que, pardon parce que je m'adresse à vous en tant qu'homme, mais que souvent ce sont les hommes qui du coup désertent cette cellule familiale. Pourquoi désertent-ils ? Vous voyez, il y a plein de questions absolument fondamentales et quasiment anthropologiques qui doivent se poser pour arriver à la conclusion par laquelle vous avez commencé, qui est qu'en effet, la structuration familiale, elle a changé. Elle a changé, non pas parce que, je sais pas, des politiques seraient venus mal agir en la matière, non, elle a changé parce que c'est une évolution de société qui, de plus en plus, est tournée vers à la fois de la liberté, de l'individualisme, une façon de vivre, y compris urbaine, qui ne ressemble pas à la façon dont on vivait autrefois. On vivait en communauté autrefois. Les familles pouvaient compter sur les grands-parents, voir le village tout entier, un peu comme on le fait encore aujourd'hui un peu en Afrique, même si l'Afrique elle-même, malheureusement, ça a du bon aussi pour eux, mais s'urbanise de plus en plus. Et donc, cette idée que pour élever un enfant, il faut tout un village, vous savez, même ça se perd un petit peu avec l'urbanisation croissante. Mais donc, on ne vit plus comme autrefois, donc on ne peut plus s'appuyer sur les mêmes repères qu'autrefois. Et beaucoup de familles sont totalement dépassées, vraiment. Et donc, la conclusion, parce que je ne suis pas là pour eux, mais la conclusion en termes de politique publique, c'est il faut les aider en fait. Il faut les aider, plutôt que de passer son temps à dire « Ah, parents démissionnaires, etc. » Il faut les aider avec des politiques publiques dont pour certaines, il faut carrément les inventer en fait, parce que la situation est inédite. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas simplement besoin de davantage de crèches, de lieux d'accueil de la petite enfance par exemple, mais on a besoin, pour raisonner par analogie, de lieux ou d'adultes ou de professionnels qui soient là, y compris pour accompagner au moment de l'adolescence, au moment, au moment un peu à risque que traverse chaque enfant. Chaque enfant traverse des moments à risque, quelle que soit la famille dans laquelle il vit. La seule différence entre une famille qui a les moyens et une famille qui n'a pas les moyens, c'est que dans la première, celle qui a les moyens, lorsqu'un enfant trébuche, il y a quand même tout un système qui se met en place pour relever l'enfant. Dans les familles qui n'ont pas les moyens, qui vivent dans des quartiers défavorisés, etc., lorsqu'un enfant trébuche, malheureusement, généralement, il n'a pas le droit à une seconde chance. Parce qu'il n'y a pas de système qui se met en place pour non mais attends, est-ce que tu peux me le prendre en stage parce que là, il a vraiment décroché scolairement, etc., le temps de lui remettre du plomb dans l'aile, ça n'existe pas. Et donc, la politique publique, elle doit être là pour créer ces conditions dont ont besoin aujourd'hui toutes les familles. Est-ce qu'elle existe encore, cette politique ? Moi, j'ai une acceptation assez noble de la notion de politique, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en introduction, mais en ce moment, je suis un peu atterrée parce que, honnêtement, je ne vois pas de politique publique ambitieuse, à la hauteur, imaginative, pour faire face aux vrais défis de la société, donc je suis très, très ennuyée. Mais je continue de croire que ce qui nous sauvera, ce qui nous aidera, c'est quand même que des gens continuent de se battre pour mener à bien, à plus ou moins longue échéance, des politiques publiques qui soient à la hauteur de tous ces défis qu'on évoque. Vous avez parlé pendant un temps, et on en a parlé tout à l'heure, d'Internet et de la place que ça a pris, les réseaux sociaux, et vous aviez évoqué l'idée de rationner Internet. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, en fait, moi, je suis vraiment très, très, très frappée par la place qu'a pris Internet dans nos vies. Même en faisant des efforts surhumains sur soi-même, faites l'exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Regardez le temps que vous avez consacré par jour à regarder votre écran.
Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux dire, ça. D'ailleurs, du coup, dans la foulée de la tribune que j'avais sortie sur le sujet, ce que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, il y a eu de la polémique, etc. Mais enfin, ça, je suis habituée. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nombre de médias ont essayé de faire de la pédagogie avec leurs auditeurs, leurs lecteurs, etc., en justement mettant en lumière combien en moyenne ont passé de temps sur son écran. Et on ne parle pas que des mineurs, hein, parce que c'est trop facile, là, le propos qui consiste à dire il y a un problème avec Internet, mais c'est un problème pour les mineurs. Mais non, c'est aussi un problème pour les adultes. Et donc, en faisant ce travail de pédagogie, il apparaissait que globalement, c'était entre 8 et 13 heures par jour qu'on passait devant son écran, sur son écran. Alors évidemment, tous les écrans ne sont pas à mettre dans le même paquet, on est bien d'accord, devant votre écran d'ordinateur quand vous travaillez, on comprend bien pourquoi. Devant un écran de télévision pour regarder un film, on comprend bien la logique de la chose. La question, c'est surtout le portable, le petit écran sur lequel, notamment, vous allez passer votre temps comme ça à scroller, à faire dérouler des images, notamment avec un certain nombre de nouvelles applications et de réseaux sociaux que je n'ai pas besoin de citer. Dont vous avez bien conscience que globalement ça ne nourrit pas intellectuellement et donc que le temps qu'on y consacre est fait au détriment d'autres choses et que ce au détriment d'autres choses finit par interroger. Je pense qu'il se fait au détriment, y compris pour faire le lien avec la conversation précédente, du temps qu'on passe avec nos enfants, à les accompagner, à les encadrer, à dialoguer avec eux. Tous les parents, toutes les familles sont traversées aujourd'hui de tensions sur cette question du temps d'écran qui devient le principal motif de conflit avec les enfants. Il y a énormément de choses qui se passent sur ces réseaux sociaux qui font beaucoup plus de mal que de bien. Je veux dire, le cyberharcèlement, c'est quand même une donnée nouvelle depuis quelques années qui a pris des dimensions absolument affolantes et qui se traduit ensuite dans la vraie vie par, je le disais tout à l'heure, y compris des drames absolument atroces. Donc, en fait, quand on met bout à bout toutes ces problématiques, on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? En fait, est-ce qu'on ne s'est pas laissé tous collectivement emporter par quelques entreprises de technologie dont c'était l'intérêt mercantile et qui nous ont convaincus que oui, c'était une nouvelle liberté que on acquérait que d'être addict à des réseaux sociaux, que d'être addict à des algorithmes, etc. Alors même qu'en parallèle, on se rend compte que tous ces algorithmes ont été pensés pour le coup, toujours avec un intérêt mercantile, pour nous garder le plus longtemps possible, pour nous voler nos données, pour en faire commerce. Donc on est vraiment les dindons de la farce, en fait. Peut-être qu'il y a quelques années, on ne le savait pas à ce point-là, mais aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas un adulte qui n'est pas au courant que nous sommes les dindons de la farce de cette histoire. Or, quelle est la réponse qui est apportée à ça ? Globalement, soit on dit « bah oui, mais on va dire aux entreprises de technologie de se réguler pour faire moins mal les choses ». Ouais, génial, mais enfin bon, elles, c'est un peu leur intérêt de les faire très très mal, parce que c'est un peu comme si quelqu'un vous vendait de la drogue, son intérêt c'est que vous continuez à être addict, voilà. Soit on dit, oui, mais c'est aux gens, aux citoyens, aux adultes de se raisonner eux-mêmes, etc., de se réguler, de réguler leurs enfants. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est une souffrance, en fait. C'est pas possible de se réguler soi-même, puisque c'est le principe de l'addiction. Mais quels moyens, justement, vous Eh bien, moi, je préconisez ? pense que, d'abord, moi, je serais extrêmement heureuse qu'il y ait une convention citoyenne sur le sujet. Parce qu'en fait, de la même façon qu'on organise une convention citoyenne sur le changement climatique ou sur la fin de vie, ce qui est très pertinent pour le coup de le faire, je trouve que c'est un grand sujet de société pour lequel on peut se dire, en toute modestie, d'ailleurs c'est ce que disait ma tribune, elle était extrêmement modeste, on peut se dire, en fait, on n'a pas la solution, on ne sait pas comment procéder. Alors moi, dans ma tribune, je poursuivais en disant, imaginons qu'on rationne, imaginons qu'au lieu d'avoir, 130 heures de bande passante sur le numérique, on en est beaucoup moins. Donc j'évoquais par exemple l'exemple des 3 gigas. Mais c'était qu'un exemple, je n'étais pas en train de dire demain je vais vous imposer 3 gigas. Je disais, imaginons qu'on passe de tel montant à tel montant. Eh bien, qu'est-ce qu'on ferait différemment ? Et je suis persuadée que si on avait moins de temps, on l'utiliserait mieux. Je suis persuadée qu'il y a des choses qu'on
qu'on se mettrait à refaire dans la vie réelle, que plutôt que de regarder comme ça sur son petit écran une série, eh bien on retournerait au cinéma, qu'on retrouverait le goût de la vie sociale. Vraiment, et je pense que en fait, c'est cette réflexion-là qu'une convention citoyenne pourrait prendre à bras-le-corps, en se disant on ne s'interdit rien comme solution. Et à la fin, s'il apparaît que la seule solution viable, c'est de dire on ne peut pas avoir un temps infini parce que c'est dans cette infinitude, je ne sais plus comment on dit, bref, ce temps infini que réside le problème, pourquoi pas collectivement se dire posons-nous des règles de rationnement. Oui, ça ne me paraît pas choquant. Ça soulève aussi la question de la liberté d'expression. Je comprends. Vous en avez fait le reproche. Et qu'est-ce que vous répondez à cette remarque? Je comprends que la question se soit posée, mais en tout cas, ce n'était pas du tout le sens de mon propos à moi, parce que mon propos, ce n'était pas de censurer des sites. Vous voyez, c'est toute la différence. Moi, je n'ai pas dit il faut fermer tel réseau social. C'est des choses d'ailleurs qui reviennent de plus en plus dans le débat, notamment à propos de TikTok. Moi, je n'ai pas dit il faut fermer, parce que c'est vrai que si vous commencez à parler du contenu, vous pouvez, avec un gouvernement mal intentionné, etc., en arriver à la censure, et je le vois dans un certain nombre d'États dictatoriaux que ça ressemble à ça. Mais moi, ce n'est pas le contenu, c'est juste en fait, le temps qu'on consacre au petit écran de manière générale. Ce temps qu'on consacre au petit écran, si on sait qu'il est limité, on a le choix. Si on veut absolument le consacrer à TikTok, allons-y, mais ça veut dire qu'il ne nous restera pas de temps pour faire d'autres choses plus intéressantes qui pourraient être faites. Et je compte en fait sur l'intelligence des gens et sur le bon sens des gens. Voilà, tout simplement. Sur la question de la liberté d'expression, ça a été aussi... les réseaux sociaux ont été la porte ouverte à beaucoup de choses, mais aussi à faire valoir certaines voix. Et on voit le comportement de certains jeunes, les étudiants de Sciences Po qui manifestent, qui ont bloqué. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces étudiants se lever pour la cause palestinienne, qui derrière aussi ont été traités d'antisémites, qui ont été récupérés par d'autres politiques? Quelle a été votre réaction? Moi, je suis extrêmement mal à l'aise de manière générale devant la tournure du débat sur ce sujet parce que, en fait, si vous voulez, il me semble qu'il y a un chemin qui est à peu près de bon sens, qui est, quand les horreurs qui se sont produites le 7 octobre dernier se sont produites, de les dénoncer de tout son être. Enfin, franchement, c'est une évidence. Ce que le Hamas a commis ce jour-là est une horreur, une monstruosité, et c'est totalement dénonçable. Et d'appeler à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait pour ce qui me concerne, Israël, Netanyahou, pour lequel on n'a pas la plus grande sympathie évidemment, à la proportion dans les moyens utilisés de riposte. Et en même temps d'être totalement angoissé, comme je l'ai été, comme nous avons été nombreux à l'être, parce qu'on imaginait bien que ça n'allait pas être proportionné du tout dans la riposte et que ce n'était pas simplement les combattants coupables du Hamas qu'on allait aller chercher, mais toute la population de Gaza qui allait subir la foudre. Et aujourd'hui, on est des mois plus tard, comment ne pas dénoncer ce qui se passe à Gaza? Il n'y a plus de mots pour dire l'horreur que c'est devenu. Je veux dire, c'est un cimetière à ciel ouvert, des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. On parle beaucoup des morts, mais il faut aussi mettre les blessés, les personnes totalement handicapées, estropiées, femmes, enfants, hommes, tous les âges. Donc, en fait, si vous voulez, moi, le fait que des citoyens, quel que soit leur âge, parce qu'on parle des jeunes de Sciences Po ou d'ailleurs, mais il n'y a pas que des jeunes qui se mobilisent et qui dénoncent. Donc le fait que des citoyens trouvent ça, soient révulsés et disent de tout leur être mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer, il faut absolument que notre gouvernement, les États-Unis fassent pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais ça me paraît naturel, Et donc je suis extrêmement mal à l'aise quand on interdit d'une certaine façon, on cherche à silencier ces citoyens qui dénoncent cette horreur. Et je suis mal à l'aise aussi quand je vois un certain nombre d'amis juifs qui considèrent que c'est leur faire injure, c'est leur faire violence que de dénoncer ce qui se passe à Gaza.
Et en même temps, comme il se trouve que je suis entourée de gens extrêmement différents, je constate que j'ai aussi des amis juifs qui considèrent que ce qui se passe à Gaza est une horreur. Donc en fait, si vous voulez, moi je suis dans un monde dans lequel la complexité existe et la nuance existe. Et donc ce qui ne me va pas du tout, c'est le fait que dans les médias, on a l'impression que cette nuance n'existe plus du tout. Donc moi j'avoue que j'ai arrêté de les regarder en fait. J'arrête de regarder la télévision, c'est pas très intéressant. Enfin, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va tous falloir qu'on se ressaisisse parce que précisément l'exemple qu'on donne à cette jeune génération, puisqu'on a commencé la question comme ça, c'est celui de la polarisation extrême tout le temps, de l'impossibilité, de l'incapacité à créer des passerelles entre les gens, à se retrouver sur un même chemin, même en partant de lieux différents et de perceptions différentes. C'est pas possible, il va falloir qu'on renoue avec le dialogue. Est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui de critiquer le gouvernement d'Israël ? C'est la question qui se pose parce qu'a priori, vous avez Mathilde Panot ou la LFI en général qui émettent certaines remarques, certaines critiques, qui a été convoquée. Vous aviez Guillaume Meurice, un humoriste de France Inter, qui a été aussi convoqué à la police pour une blague qu'il aurait fait. Est-ce qu'on peut émettre des critiques sans être pour autant montré du doigt et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Moi, je pense, vous voyez, pour aller sur cette question de l'humour, par exemple, peut-on rire de tout, etc., je me suis fait la réflexion que il y a des fois où je n'aime pas les blagues que j'entends. Je vais vous en donner un exemple. Il m'est arrivé souvent d'être extrêmement mal à l'aise quand des humoristes, c'est pas la peine que je donne leur nom, peu importe, mais faisaient des blagues autour de Nordal Lelandais. Vous voyez qui est Nordal Lelandais, c'est ce drame atroce de la petite Maëlys, enfin voilà, l'assassin de la petite Maëlys. Bon, moi, je suis extrêmement sensible sur ces sujets-là, donc je ne supporte pas, même des années après, que le sujet soit banalisé au point qu'on en fasse une blague. Voilà. Donc, je ressens un malaise extrême quand j'entends ça. Et pour autant, je ne vais pas, je sais pas, vouer aux gémonies l'humoriste en question, décider de ne plus jamais l'écouter, etc. Je considère juste que dans l'humour, il y a à boire et à manger, qu'il y a des choses avec lesquelles on est en résonance, qui nous font rire parfois même malgré nous, puis il y a des choses avec lesquelles juste ça passe pas, c'est tout. Mais je n'en tire pas comme conclusion que tout est à jeter à la poubelle. Donc je pense que en fait, la bonne définition de la liberté d'expression et de la façon dont elle peut prendre place dans une société sans conduire à la guerre civile, c'est tout simplement que c'est d'accepter que les gens disent parfois des choses qui vous déplaisent, avec lesquelles évidemment vous n'êtes pas d'accord, sous couvert d'humour disent des choses qui en fait sont pas drôles dans votre perception à vous. Mais je pense que c'est ça la liberté d'expression et que c'est très important de la conserver parce que sinon, en fait, on ne sait pas où on fixe la limite puisque tout est question de perception. Vous voyez, par exemple, ce que je viens de vous raconter, si ça se trouve, un autre que moi, entendant la même blague, n'y verra vraiment pas de quoi se mettre martel en tête parce qu'il aura peut-être un rapport un peu plus apaisé ou un peu moins ultra sensible à ce drame que j'évoquais. Donc, en fait, si on commence à limiter la liberté d'expression en fonction de la perception qu'en ont certains, d'abord, ce n'est pas la même perception qu'en ont tous. Donc, du coup, vous pouvez aller très loin dans cette limitation de la liberté d'expression. Donc, moi, je suis globalement pour la sauvegarder, pour la préserver. Et même chose, je ne suis pas très à l'aise dans les dernières péripéties qui, à chaque fois, ont semblé la mettre en cause. Par exemple, il y a aussi le journaliste François Achilly qui préparait a priori un livre avec Jordan Bardella et qui a été remercié par la direction de France Télé. Ou si on prend l'exemple aussi du Moyen-Orient, Israël qui décide de virer la chaîne Al Jazeera et donc pas de journaliste pour relayer ce qui se passe sur place. Non, mais de toute façon, il y aurait un papier à faire pour regarder ces dernières années le nombre de médias qui ont été déclarés persona non grata dans plusieurs pays, parce que là, vous venez d'en évoquer un exemple, mais regardez, par exemple, au Mali, au Burkina Faso... RT France en France. Exactement, ou je crois que c'est France 24, c'est RFI, ou... qui ont été virés tout simplement. Les journalistes ont été déclarés indésirables là-bas.
Donc, en fait, c'est évidemment que ça doit nous interroger. En fait, je pense que l'un des phénomènes vraiment marquants de notre temps, outre la surpolarisation des débats, l'hyperviolence qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi la façon dont la liberté d'expression recule de plus en plus. Et je pense qu'il faut y faire très attention parce qu'un jour, ça finira par nous concerner, nous. Bien sûr. C'est notre parole qui sera censurée et on ne se sera pas rendu compte qu'en fait, on était comme la grenouille, vous savez, dans la marmite d'eau chaude. Voilà, qui se réchauffe de plus en plus jusqu'à étouffer. Sur le cas de la rédaction d'RT France, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'était majoritairement, enfin c'était voire même que des journalistes français, finalement, qu'on a fermés et qu'on a privé de... Vous pensez que c'était justifié? Honnêtement, j'ai plus les choses très précises en tête, mais il me semble que dans le cas de RT France, il avait été établi quand même des vraies mécaniques de désinformation. Donc évidemment, quand je veux dire, on parle d'une chaîne de télévision qui appartient à un pays qui est un pays agresseur, la Russie, dans sa guerre contre l'Ukraine, je pense que c'est quand même aussi normal qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi sur notre territoire et que dans un moment où nous, on se positionne aux côtés des Ukrainiens, on ne laisse pas le bras armé informationnel de la Russie, infuser dans notre population de la désinformation et des fake news. Je pense et de la manipulation d'informations. Moi, je suis très sensible à la manipulation d'informations parce que je vois bien, hein, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, si vous voulez, je vois bien comment est-ce que les opinions publiques africaines sont de plus en plus manipulées par Wagner et par un certain nombre de contenus qui sont diffusés par le numérique, notamment sur place, y compris pour salir et affecter l'image de la France à leurs yeux. Donc je pense qu'il faut faire un peu attention aussi. Donc la liberté d'expression, oui, jusqu'au moment où commence la manipulation des opinions à dessein. Là, il y a des moyens de s'en assurer quand même. Et quand les Africains rétorquent ça aux Français, à dire que France 24, en tout cas des groupes de presse français, opéraient aussi de cette manière, qui feraient de l'influence, qui auraient une information orientée. C'est un sujet complexe. Disons que la différence, c'est que France 24, RFI sont quand même des rédactions indépendantes et qu'on a du mal à voir l'État français avoir la mainmise, y compris sur la ligne éditoriale d'un quelconque groupe de presse de ce style. C'est la différence entre une démocratie et une dictature. C'est justement le sujet de la liberté d'expression quand on voit que des humoristes comme Guillaume Meurice peuvent être remerciés ou qu'un journaliste qui peut-être va écrire avec un politique est remercié. Oui, mais ils sont remerciés. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord et vous avez compris que je ne l'étais pas, mais ils sont remerciés par, si j'ai bien compris, la direction de leur radio. Ils ne sont pas remerciés par le gouvernement. Donc c'est un peu la différence quand même. D'ailleurs, je veux dire, ça se saurait dans les démocraties si un gouvernement avait vraiment la mainmise sur un média. Et j'imagine que certains en rêveraient, mais ça ne marche pas comme ça. Et pour avoir été au gouvernement, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout comme ça. J'aimerais qu'on termine sur la question des Jeux Olympiques. Quel est votre avis sur le déroulement? Il y a beaucoup de pessimistes. Comment vous envisagez cet événement qui n'est arrivé qu'une fois en 100 ans dans notre pays? En fait, vous savez, cette histoire d'accueillir les JO, elle a été décidée il y a fort longtemps, puisque c'était au moment où nous étions au gouvernement. De mémoire, ça doit être en 2014 qu'on décide de concourir. Et donc, moi, je fais plutôt partie des gens qui considèrent que c'est une bonne chose, que des grands événements sportifs existent, qu'il peut y avoir... c'est totalement passé sous silence en ce moment, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même, pour moi, un élément important. Il peut y avoir tout un héritage, c'est le terme consacré, qui est laissé au lendemain
du grand événement sportif qui s'est déroulé dans un pays. L'héritage en question, c'est des grands équipements sportifs qui n'existaient pas, qui ont été bâtis exprès pour, et qui ont été bâtis y compris dans des territoires populaires, qui vont pouvoir se transformer ensuite parce que les politiques publiques doivent veiller à ça, par exemple en lieu d'entraînement pour les jeunes des territoires en question, etc. Donc les politiques doivent vraiment veiller à ce que les recettes engrangées dans le cadre de ces grands événements sportifs profitent évidemment aux populations qui en ont le plus besoin. Donc moi, j'étais plutôt favorable à ce type d'événements sportifs et à leur accueil. Après, la façon dont ça tourne là depuis quelque temps, je suis un peu mitigée parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, ces jeux ne seront accessibles qu'à ceux qui ont vraiment beaucoup de moyens, qui viendront de très loin pour la plupart, et que du coup, en fait, Paris va quasiment se vider de tous ceux qui n'ont pas ces moyens-là. La question de comment est-ce qu'on gère les plus vulnérables, les sans domicile fixe, les demandeurs d'asile dans les rues, etc. Et comment est-ce qu'on vide la ville à ce moment-là est une question très délicate, et il faut vraiment regarder à ce que tous ces gens-là soient pour de vrai accompagnés et pas qu'on s'en déleste simplement sur les communes alentours. Il y a des étudiants qu'on va déplacer. Exactement, aussi. Les étudiants à qui on a demandé de laisser leur place en résidence Crous. Voilà, ce que j'en aperçois me donne le sentiment que ce ne seront pas vraiment des Jeux Olympiques accessibles au grand public et porteurs justement de cet héritage que j'évoquais, mais plutôt... La mixité aussi, mixité sociale que vous évoquez. Indispensable. Donc, attendons de voir, parce que c'est toujours compliqué de juger avant. Mais je pense que le gouvernement vraiment passerait à côté si on restait sur ce sentiment que c'était... quelques happy few venant de un peu partout dans le monde qui assistaient à tout cela sans aucun bénéfice pour la population. Il y avait aussi un aspect particulier. Il y a eu des manifestations à ce sujet pour soutenir la cause transsexuelle. C'est qu'il y a un drag queen qui va porter la flamme olympique. Est-ce que vous considérez que c'est un événement ? Est-ce que c'est quelque chose... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on évoque une personnalité, quelle qu'elle soit, pour, disons, représenter d'une façon ou d'une autre cet événement, ça a été le cas avec Aya Nakamura, c'est le cas maintenant avec cette personne que vous évoquez, à chaque fois, ça crée des tonnes de commentaires et de conversations qui, pour moi, franchement, n'ont pas grand intérêt, quoi. Je veux dire, la France, elle est diverse, il y a de tout en France, et c'est super bien que les différents ambassadeurs, à un titre ou à un autre, porteurs de flammes, chanteurs, etc., et cette hétérogénéité de la France, c'est très bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à en dire. C'est un non-événement pour vous. Oui, c'est clairement un non-événement. Je pense vraiment que, franchement, si on pouvait... Regardez, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans la discussion que je m'en rends compte. Tout le temps qu'on aura consacré à dire est-ce que c'est bien que Aya, est-ce que c'est bien que cette personne, etc. Par contre, est-ce qu'on a consacré du temps à parler de cet héritage que j'évoquais tout à l'heure, qui est quand même... je veux dire, quand des grands événements sportifs comme ça sont organisés ailleurs, au Brésil ou ailleurs, ou même en Angleterre, etc., c'était la conversation principale qui tenait le débat public pendant tous les mois qui précédaient l'événement. C'était globalement qu'est-ce qui va en rester ? Est-ce qu'on a construit suffisamment d'infrastructures ? Pourquoi on a choisi tel lieu plutôt que tel lieu ? C'est ça la conversation intéressante à avoir, il me semble. Oui. Donc on a vraiment un débat public dans notre pays qui souvent passe à côté de l'essentiel. Vous avez aussi certaines personnes qui regrettent que ces moyens ne se soient pas mis ailleurs, notamment dans l'éducation nationale. Ça c'est c'est sûr que maintenant quand on voit l'état de nos finances publiques, on se dit après les JO, honnêtement, c'est aussi des recettes. Il faut voir, il faudra faire le compte à la fin, mais normalement les recettes sont importantes aussi. Très bien. Merci infiniment. Merci, c'était un plaisir. D'avoir participé à cet entretien. Merci, chers abonnés, de nous avoir une nouvelle fois suivis sur la chaîne YouTube d'Omerta, et je vous dis à très bientôt.